J'appelle Monsieur le professeur Chaouni qui va nous traiter la prise en charge et les perspectives thérapeutiques. À vous la parole. Merci. Pour les questions, on laissera à la fin et veuillez s'il vous plaît les mettre sur le petit bout de papier que vous avez. Merci. Donc, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président. Je remercie le bureau de la Société marocaine de diabéto et de nutrition, d'endocrino-diabéto et nutrition pour leur invitation. Je remercie notamment le professeur Ragbi pour cette invitation, pour partager avec vous un sujet qui est le quotidien de notre considération d'ophtalmologie. Alors, diapo. Alors, la rétinopathie diabétique représente 30% des patients diabétiques présentent une atteinte rétinienne. C'est une pathologie qui est fréquente et c'est une pathologie qui est silencieuse parce qu'il ne devient symptomatique qu'à un stade tardif et parfois dépassé. Donc, c'est parmi les premières causes de cécité dans le monde, comme a dit le Dr Belmki. Il faut d'emblée différencier deux choses. Ce n'est pas seulement la rétinopathie diabétique qui est grave, qui menace la vue, c'est aussi la maculopathie diabétique. Ces deux atteintes peuvent être soit associées, soit évoluer séparément. Alors là, la rétinopathie diabétique proliférante, c'est l'atteinte de la partie périphérique de la rétine, donc avec, comme a dit Dr Belmki, l'ischémie qui va engendrer les néovaisseaux, et ces néovaisseaux vont saigner et donner des hémorragies, et donc des décollements de rétine, des glaucomes néovasculaires, et donc vont aboutir à une perte fonctionnelle du globe. Mais la maculopathie diabétique peut évoluer sur son propre compte. Là, par exemple, nous avons un patient qui a une rétinopathie diabétique minime, mais qui a un exsudat central. Sa vue ne va pas dépasser les 1/10. Donc, il n'y a pas que la rétinopathie diabétique qui menace, mais aussi la maculopathie diabétique. Et donc, on doit tenir compte lorsqu'on vous lisez un rapport venant d'un ophtalmo, de voir le côté rétinien et le côté maculaire pour avoir une idée sur le pronostic fonctionnel du patient. Alors, le traitement de ces deux pathologies émane un petit peu de la physiopathologie. Donc, si on revoit un petit peu la physiopathologie, donc il y a une maladie microvasculaire avec composante occlusive et hyperperméabilité avec œdème et exsudat. Et il y a deux éléments qui interviennent dans cette cascade, c'est les facteurs vasoprolifératifs de l'endothélium vasculaire et l'inflammation. Donc, les traitements actuellement disponibles vont toucher à ces trois éléments. Donc, l'ischémie, on doit la traiter par du laser, l'inflammation par des anti-inflammatoires et le facteur vasoprolifératif, le VGEF, par des anti-VGF. Alors, on passe au traitement propre de la rétinopathie diabétique. On commence par la rétinopathie diabétique quand elle est non proliférante, c'est-à-dire il n'y a pas de néovaisseau, on ne fait rien. Donc on surveille, mais là il faut profiter pour d'abord sensibiliser le patient. Et donc je crois que l'ophtalmo a un rôle non négligeable dans cette sensibilisation, dans le cas où on montre directement au patient les lésions vasculaires sur l'écran. Donc, parfois, le patient vous dit « Je vois bien, docteur, j'ai des lésions ». Vous lui demandez « Est-ce que votre fonction rénale, votre rein, elle est normale ?» Il vous dit « Oui, je viens de faire mes analyses, ils sont normales ». On dit « Non. Voyez, regardez vos vaisseaux, ils sont touchés. » Donc, qui dit vaisseau rétinien touché, c'est-à-dire que tous les vaisseaux de l'organisme sont touchés et tous les organes sont encore fonctionnels, mais ils sont déjà touchés. Donc, on essaie un petit peu de le sensibiliser dans ce sens. Donc, bien sûr, il faut exiger un contrôle glycémique et prendre les choses au sérieux quand la microangiopathie commence à s'installer. Et donc, les contrôles sont annuels, comme a dit le Dr Belmki. Alors, une fois
Par contre, cette évolution, elle est en général lente, donc des contrôles annuels sont suffisants, sauf dans certaines situations particulières. Je vais encore les citer, c'est la puberté, la grossesse, la chirurgie de la cataracte, est un facteur très important qu'il faut tenir en compte. C'est un facteur de décompensation majeure. Et donc, on a vu pas mal de malades qui étaient en stade de rétinopathie diabétique non proliférante et en quelques semaines peuvent basculer vers le stade de rétinopathie diabétique proliférante. Donc, ces malades, lorsqu'on les opère, il faut bien les surveiller pour détecter une évolution rapide de leur rétinopathie diabétique. Pardon. La décompensation tensionnelle et rénale, là aussi, c'est un facteur peut aggraver surtout la maculopathie diabétique. Et puis, il a déjà parlé, Dr. Miki, lorsqu'on veut instaurer une normalisation rapide de la glycémie chez des patients qui sont décompensés, il faut penser et garder dans la tête qu'ils risquent d'aggraver leur rétinopathie diabétique. Alors, s'ils sont déjà connus porteurs d'une rétinopathie diabétique non proliférante ou proliférante, il faut le contrôler de près parce qu'ils peuvent rapidement basculer vers la proliférante et donc, dans le cas, il faut les traiter. Alors, le traitement, il est triple, il est médical, physique et chirurgical. Le traitement médical, c'est bien l'équilibre des facteurs des risques. Et il y a un élément très important quand on traite un patient qui a une rétinopathie diabétique proliférante, c'est l'évolution propre de la rétinopathie diabétique sur son propre compte, donc ce qu'on appelle la mémoire métabolique. Et cette idée, il faut bien l'expliquer au patient. Il faut bien l'expliquer. Nous, on le sache, mais le patient, il ne le sait pas. Parce que souvent, c'est des malades à qui on demande d'équilibrer leur diabète, à qui on demande de commencer des traitements par laser, mais quelques mois après, le patient revient pour vous dire « Docteur, j'ai tout équilibré, mon hémoglobine glycée il est impeccable, mais ma vue ne cesse de baisser. » Donc, il faut lui expliquer dès le départ que c'est une évolution qui risque donc d'évoluer même si on équilibre tous les paramètres et que le rôle de l'ophtalmo et de l'endocrino, c'est de lui donner plus de chances pour garder une meilleure acuité visuelle qui lui permet de continuer à vivre. Alors, le traitement, le gold standard du traitement de la rétinopathie diabétique, c'est le laser. Le laser, c'est un laser, en général, un laser argon. C'est un laser qui va brûler. Donc, le but, c'est de brûler tous les territoires ischémiques pour qu'ils ne fabriquent pas de nouveaux vaisseaux et donc pour qu'ils ne donnent pas de complications. Parce que c'est les nouveaux vaisseaux qui vont saigner et qui vont donner les complications de la rétinopathie diabétique. Et ce traitement, il a montré depuis des années son efficacité. Donc, il réduit notamment les nouveaux vaisseaux et donc il divise par 2 les risques de cécité. Alors, comment ça se passe? Donc, en fait, c'est des impacts de laser. Je vais montrer un petit film pour vous montrer un petit peu. Donc, on essaie de placer des impacts de façon à brûler toute la rétine périphérique. Alors, l'image qu'on a à la fin, c'est on garde que le pôle postérieur, que la macula et ce qui est autour, et on brûle toute la rétine, toute l'ischémie autour pour minimiser le risque d'apparition de nouveaux vaisseaux. Alors, est-ce que c'est urgent ou non? Quel rythme on fait les séances? En général, c'est 4 à 6 séances. Alors, dans quel rythme et par quoi on commence? Parfois, ça dépend de beaucoup de paramètres, de la sévérité de la rétinopathie diabétique, de la compliance, de l'existence ou non d'un œdème maculaire. Par exemple, quelqu'un qui a une hémorragie de vitrée ou déjà un glaucome néovasculaire. Donc là, c'est urgent. Donc, il faut faire une PPR, une panphotocoagulation rétinienne complète dans 2 ou 3 semaines. Donc, il ne faut pas attendre l'équilibre. Quelqu'un qui a une rétinopathie diabétique pré-proliférante et qui a une hémoglobine glycée qui est à 10, on peut se prendre le temps de l'équilibrer, de faire des séances qui sont espacées d'1 mois ou 2 mois et de faire une PPR étalée sur 1 an. Et ceci parce que ce laser a des complications. On peut avoir des hémorragies de vitrée au cours du traitement. On peut avoir une aggravation de l'œdème maculaire. Donc, la panphotocoagulation rétinienne, la PPR, peut aggraver l'œdème et peut faire baisser l'acuité visuelle. Et il faut bien expliquer tout ça aux patients. Là, je vous montre juste un cas pour un petit peu vous montrer la difficulté parfois qui se pose pour traiter ces patients. C'est un patient que j'ai vu hier. C'est un patient de 60 ans, diabète non insulinodépendant, qui est monophtalme, qui a un seul œil, il a perdu un œil au cours d'un accident. Donc,
son acuité visuelle, il est à 10 dixièmes. Il est venu juste accompagner sa femme. Et puis, comme l'attente était grande, il s'est dit, pourquoi pas, je vais faire un examen ophtalmo. Donc, je l'examine, je trouve une rétinopathie diabétique proliférante. Je fais une angio, donc ça confirme la proliférante. Donc, il y a de larges territoires d'ischémie. Vous voyez l'aspect en arbre mort, il n'y a pas de capillaire, il n'y a que les grands troncs. Et il y a des néovaisseaux. Ce patient, il a 10 dixièmes. Donc, normalement, c'est une indication majeure pour une photocoagulation rétinienne. Le problème chez ce patient-là, c'est en commençant le laser, il risque de saigner. Donc, son acuité visuelle peut chuter de 10 dixièmes à 1 dixième. Et c'est là toute la difficulté de traiter ce type de patient, parce qu'il a une macula qui est tout à fait normale. Donc, il faut bien lui expliquer qu'il est dans un stade avancé et que tous les risques du laser, et que le laser est un traitement obligatoire, mais n'est pas dénué de complications. Alors, quand on n'arrive pas à faire le laser, c'est-à-dire les milieux ne sont pas clairs, il y a une hémorragie de vitrée, donc on ne voit pas la rétine, on est obligé de nettoyer tout pour faire le laser. On est obligé de faire une chirurgie endooculaire, donc une vitrectomie postérieure. Alors, comment ça se passe? Je vais montrer rapidement quelques secondes une vidéo. Donc, on pénètre à l'intérieur du globe par 3 voies d'abord pour avoir une transillumination et une sonde de vitrectomie. Donc, on va phagocyter vitrectomiser l'œil, on va enlever tout le vitré, tout le sang, on va enlever toutes les membranes fibrotiques qui engendrent un décollement de rétine, qui tirent sur la rétine. Et après, à la fin, bien sûr, il faut terminer par faire une photocoagulation au laser, parce que sinon, ça va récidiver. Donc, on fait le laser par une sonde à l'intérieur de l'œil, on fait toute la PPR en une seule séance. Alors, ce traitement chirurgical est un traitement qui est lourd et qui a des complications. Donc, on peut avoir des hémorragies de vitrée. Il suffit que le patient fait des pics tensionnels quelques jours après et qu'il peut re-saigner dans sa cavité vitrienne, et donc on est obligé de le reprendre. Des hypertonies. Le coût, il est très cher. C'est une chirurgie qui coûte entre 15 000 et 22 000 dirhams actuellement au Maroc. C'est une chirurgie qui est faite par des équipes spécialisées. On n'a pas assez encore de chirurgiens rétiniens spécialisés. Donc, on est 1200 ophtalmos, on a une vingtaine de chirurgiens rétinologues. Et il faut avoir un plateau technique assez bien équipé. Et les centres spécialisés ne sont pas très... On a une vingtaine de centres dans tout le Maroc. Néanmoins, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens. C'était la première cause de départ à l'étranger. Maintenant, tous nos patients marocains peuvent être traités ici au Maroc. Alors, le deuxième volet, c'est le traitement de la maculopathie diabétique, qui est aussi une cause de perte de cécité. Alors, la maculopathie diabétique, il est de 3 types. Soit ischémique, là on voit un petit peu sur cette angio qu'il y a une rupture des vaisseaux, donc il y a une ischémie maculaire. Soit exsudatif, et dans ces 2 cas, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de traitement pour la composante ischémique et exsudatif. Soit œdémateuse, et c'est là où on peut faire quelque chose. Donc, on ne peut agir que sur la composante œdémateuse de la maculopathie diabétique. Alors, si l'œdème maculaire est accompagné d'une acuité visuelle supérieure à 5 dixièmes, et surtout s'il y a un déséquilibre des facteurs systémiques, il n'y a pas d'urgence à traiter. On peut attendre, il faut surtout s'occuper des facteurs systémiques, et parfois, il suffit d'équilibrer la tension, d'équilibrer le diabète, d'équilibrer la fonction rénale pour que l'œdème régresse et le patient récupère sa vue. Mais par contre, quand l'œdème est avec des facteurs équilibrés et une acuité visuelle inférieure à 5 dixièmes, là, il faut traiter l'œdème maculaire. Donc, l'œdème maculaire, comme a dit le Dr Belmki, il est diagnostiqué sur l'OCT. L'OCT, c'est un appareil qui permet de faire des coupes histologiques sur la rétine et qui montre des logettes d'œdème intrarétinien. Alors, quel traitement peut-on proposer à la maculopathie diabétique? Alors, tout d'abord, le laser. Donc, quand il y a des micro-anévrismes autour de la macula qui fuient et qui donnent des œdèmes, on peut faire des impacts de laser pour, en quelque sorte, fermer le robinet et donc améliorer, baisser l'œdème maculaire. Mais actuellement, le plus qui a été apporté dans ces dernières années, c'est l'utilisation des anti-VEGF. Et donc, c'est des médicaments qui sont injectés à l'intérieur de l'œil. Et donc, c'est la première fois qu'on peut proposer à un diabétique quelque chose qui peut rapidement améliorer sa vue. Et donc, le patient sent l'impact rapidement et en voyant son acuité visuelle s'améliorer. Donc, ça se fait au bloc, bien sûr.
Donc, c'est des injections de petites doses de 0,05 mm à l'intérieur, directement à l'intérieur de l'œil, dans la cavité vitrienne. Voilà donc comment ça se passe. Alors, en général, le schéma, c'est on fait 3 injections successives à 1 mois d'intervalle et on va évaluer l'acuité visuelle. Soit il n'y a pas d'amélioration, donc on abandonne, on arrête ou on change de produit. Soit il y a une amélioration et donc on continue à injecter jusqu'à avoir un plafond d'acuité visuelle. Et puis, on instaure une surveillance et chaque fois que l'acuité visuelle chute, il faut réinjecter de nouveau. Alors, quels sont les produits disponibles maintenant au Maroc? On a 3 produits. Le plus connu, c'est l'Avastin, mais il est injecté, il n'a pas l'AMM pour être injecté. C'est le moins cher. Et puis, il y a les autres, le Lucentis et l'Ailea, et qui ont l'AMM, mais qui ont un prix, c'est 8 000 dirhams juste pour le produit, pour chaque injection. Alors, quels sont les problèmes posés par ces anti-VEGF? Alors, tout d'abord, leur réponse variable. Donc, la réponse est en fonction du stade. Donc, d'où l'intérêt d'injecter des patients à un stade précoce. Plus on tarde, plus l'œdème a engendré des lésions histologiques irréversibles au niveau des cellules photoréceptrices, et donc la réponse fonctionnelle n'est pas au rendez-vous. Deuxième problème, c'est qu'ils ont une efficacité qui est transitoire. Donc, ce qui explique un petit peu les injections répétées. Donc, parfois, on arrive à une dizaine, voire une vingtaine d'injections dans un seul œil. Et puis, leur coût, le moins cher, c'est à 2500 dirhams l'injection, et le plus cher, c'est 10 000 dirhams pour chaque injection. Donc, imaginez quelqu'un qui va bénéficier de 6 injections, combien ça va lui coûter. Le moins cher n'a pas l'AMM, bien sûr, comme par hasard, et la couverture sociale, même les mutualistes ne remboursent pas en totalité ces injections. Donc, par exemple, la CNOPS, il rembourse sur les alentours de 800 dirhams pour l'injection, quel que soit le type d'injection. Pour vous dire un petit peu Alors, le deuxième type de traitement, c'est les corticoïdes. Les corticoïdes vont agir sur la composante inflammatoire. Alors, il y a 2 possibilités de traiter l'œdème maculaire par des corticoïdes. Soit des injections de triamcinolone qui se font soit en intravitrien, soit surtout à l'extérieur de l'œil, en sous-ténonienne. Donc là, on fait une petite boutonnière et on injecte de la triamcinolone. Et donc, c'est un réservoir de corticoïdes qui va libérer sur 3 à 6 mois les corticoïdes qui vont passer à l'intérieur de l'œil et vont agir sur la composante inflammatoire et engendrer une amélioration de l'œdème maculaire. La deuxième possibilité, actuellement, il y a des dispositifs qu'on injecte à l'intérieur de l'œil et qui vont donner une libération prolongée et contrôler des différents corticoïdes. Alors, celui qui existe au Maroc, c'est l'Usurdex. Alors, l'Usurdex, c'est un implant biodégradable qu'on injecte dans le vitré. Il contient 700 mg de dexaméthasone qui va être libéré sur une période de 3 à 6 mois. Alors, comment ça se passe? C'est la même chose qu'une injection intravitrienne. Donc, c'est un implant qui est préchargé. Donc, il suffit de pénétrer à l'intérieur de l'œil à 4 mm du limbe et d'injecter l'implant. Donc, il est biodégradable, bien sûr. Alors, ils n'ont pas d'effet secondaire général puisque la dose est minime, mais par contre, ils ont des effets secondaires oculaires, notamment des hypertonies oculaires et des cataractes dans presque 30 à 40% des cas. Alors maintenant, je vais parler rapidement de perspectives thérapeutiques. Et il faut savoir que c'est une pathologie qui est assez fréquente. Vous avez vu un petit peu les prix, vous comprenez un petit peu l'intérêt financier de cette pathologie. Donc il y a tous les labos et toutes qui sont intéressés à faire de la recherche scientifique dans ce domaine. Et donc on a des nouveautés tous les ans. Je vais parler de quelques-unes qui sont déjà concrétisées, qui sont soit en phase clinique, soit sont déjà commercialisées. D'abord, le rétinographe non médiatique, Dr. Blemke a déjà parlé, pour les gens qui n'ont pas l'accès à l'ophtalmo, des régions enclavées ou dans des pays où il n'y a pas assez d'ophtalmo. Donc, c'est la prise de clichés du fond d'œil, et puis ces clichés vont être envoyés à l'ophtalmo qui va interpréter le cliché. Il va convoquer les patients qui ont besoin d'un examen ophtalmo approfondi.
Alors maintenant, ce qui s'ajoute, c'est la télémédecine, bien sûr, donc, et l'intelligence artificielle. Maintenant, on commence à développer des logiciels, à vous interpréter la photo et vous dire est-ce que c'est un microanévrisme, est-ce que c'est une rétinopathie diabétique proliférante, non proliférante. Donc, il vous aide à interpréter l'image. L'OCT, qui est la tomographie par cohérence optique, qui est un examen extraordinaire qui évolue d'un jour à l'autre, et la qualité des images maintenant est exceptionnelle. Donc là, on voit une vraie coupe histologique de la rétine. C'est un examen qui est anodin, qui se passe en quelques secondes. Et en quelques secondes, vous avez une coupe histologique de la rétine avec toutes les couches de la rétine, les cellules photorécepteurs. Et donc, ça permet de mieux gérer le traitement de l'œdème maculaire, de mieux surveiller un œdème maculaire traité. Et maintenant, ce qui est nouveau encore et qui est déjà sur le marché, c'est de coupler l'OCT et l'angiographie. Donc là, comme a dit le professeur Belmki, l'angiographie présente le grand inconvénient, c'est d'injecter d'un produit de contraste avec le risque de choc anaphylactique. Maintenant, l'angio-OCT permet de visualiser les vaisseaux rétiniens sans aucun produit de contraste. Là, sur cette coupe-là, c'est 0,3 mm. C'est 300 microns et vous voyez la qualité de l'image, avec laquelle on voit les vaisseaux maculaires, et on peut faire même des coupes, voir les vaisseaux, la vascularisation maculaire au niveau de cette région sur les différents plans. Là, c'est une rupture de cette maille vasculaire qui témoigne d'un début d'une maculopathie ischémique. Alors, les progrès se font aussi sur le plan thérapeutique. Alors, les lasers, maintenant, on est équipé d'un ce qu'on appelle le laser multispot. Donc, au lieu de faire des spots séparés, à chaque fois, il faut appuyer sur la pédale pour faire des spots. Vous savez, on fait 500 impacts par séance. Donc, maintenant, il y a des lasers qui font, qu'on appelle le laser multispot. Là, il fait 9 spots en même temps et on peut faire 16, on peut faire 32. On peut traiter toute une région juste en cliquant sur une pédale. Et maintenant, ces lasers multispots sont couplés aussi à l'intelligence artificielle. Et donc, le laser peut se diriger directement vers la partie ischémique déjà diagnostiquée et limitée par l'angiographie. C'est lui-même qui choisit les régions à traiter. Donc il y a beaucoup de progrès dans les anti-VEGF et surtout l'apparition de génériques qui vont un petit peu démocratiser ce type de traitement, et en espérant que les prix vont baisser dans les années qui suivent. Et puis il y a pas mal de progrès en matière de chirurgie endo-oculaire. Donc pour conclure, nous avons vu le risque qui est vraiment réel de cette pathologie. Nous avons vu un petit peu le coût de ces traitements. Et donc, dans un pays comme le nôtre, un pays où la couverture sociale est limitée à un certain nombre de populations, il faut insister sur la sensibilisation des patients et surtout sur le dépistage précoce, parce que le seul moyen de limiter les risques, d'améliorer le pronostic, c'est d'agir à temps. Et donc, pour agir à temps, il faut faire un dépistage systématique. Il faut bien enrichir cette collaboration entre les différents intervenants dans cette pathologie. Donc, je vous remercie. Merci, mes chers collègues et partenaires dans la prise en charge des complications du diabète concernant uniquement l'œil. Vos conférences étaient claires, ciblées et riches d'informations et de méthodologie dans le déroulement de traitement des complications du diabète.